Allez, on commence tout de suite cette exploration. On va plonger directement au cœur des arguments littéraires soulevés par ce texte, qui est, disons-le, absolument saisissant. L'idée ici, c'est pas du tout de débattre de la morale, non, mais de vraiment décortiquer la mécanique narrative de cette œuvre. C'est en fait l'anatomie d'une condamnation, vue à travers le prisme de la littérature. Chaque mot choisi par l'auteur fonctionne un peu comme un scalpel. Il dissèque l'expérience humaine face à l'inévitable. Ce texte source, il nous offre une perspective totalement unique sur le châtiment suprême. Une perspective qu'on va examiner étape par étape pour bien en saisir toute la profondeur et la puissance psychologique. Alors, plongeons directement dans le vif du sujet avec la grande question, celle qui pose carrément les fondations de tout ça. Est-ce qu'une exécution commence au moment physique de la mort ou bien à l'instant exact où la sentence est lue ? C'est fascinant de voir comment la chronologie habituelle est complètement renversée ici. D'habitude, on se dit qu'une exécution, c'est un événement ponctuel, c'est la fin abrupte du processus. Mais le texte nous propose une réalité bien plus sombre, une descente aux enfers qui commence bien avant que le couperet ne tombe. Selon cette lecture, le vrai point de départ, c'est la seconde même où le verdict résonne. Ce n'est pas juste une annonce, c'est véritablement la mise à mort qui s'enclenche. La certitude de la mort. Voilà, c'est brut et c'est balancé de manière frappante dès l'ouverture de l'œuvre. Et attention, c'est bien plus qu'une simple information factuelle transmise au narrateur. C'est un piège absolu qui se referme. Cette toute petite phrase nous montre comment l'idée fixe s'installe et prend littéralement en otage la conscience. C'est fini, il n'y a plus aucune échappatoire possible. Pas seulement physiquement face au mur de la cellule, mais surtout mentalement. La réalité devient incontournable. C'est une obsession immédiate qui dévore tout et qui marque le vrai point de bascule du récit. Section 1. L'obsession de la condamnation. Eh bien, avant même d'être derrière de vrais barreaux de fer, le condamné est déjà enfermé dans une forteresse psychologique, et c'est impossible d'en sortir. L'incarcération intérieure commence bien avant la fin physique. C'est comme un poison, une véritable contamination de l'esprit. L'idée unique de la condamnation s'infiltre absolument partout, dans chaque instant qui est désormais teinté par l'ombre de la fin, dans chaque perception du monde extérieur, que ce soit un rayon de soleil ou un simple bruit dans le couloir, tout est filtré par l'approche de la mort. Et le pire, c'est que même chaque souvenir est corrompu. Les moments heureux du passé, ils deviennent une source de douleur insoutenable. Bref, cette pensée unique ruine l'intégralité de la conscience. Et ça illustre brillamment l'argument central de l'auteur. Le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a l'exécution physique, qui est par définition un événement singulier, rapide, final, et de l'autre, on observe cette torture mentale qui est un état de souffrance permanent et continu. Ce que l'auteur nous dit ici avec force, c'est que l'angoisse psychologique commence bien plus tôt et s'étire beaucoup plus longtemps que l'acte en lui-même. C'est une agonie lente qui rend la peine infiniment plus lourde que le bref instant du décès. On passe à la section 2, la visite de Marie. Là, le récit fait un virage super intéressant vers les dommages collatéraux. On passe de la psychologie purement interne à un impact sociétal beaucoup plus large. L'écart est abyssal entre la fin littérale d'un homme et l'onde de choc qui frappe la société. D'un côté, la mort de l'individu, donc la perte d'une seule vie. Mais en réalité, la sentence provoque la destruction de la famille. C'est la rupture définitive des liens et l'effacement total d'un père. En fait, la peine ne fait pas que retirer une personne de la société. Elle vient carrément briser tout un écosystème familial. L'ampleur des dégâts est vertigineuse. Ce qui amène forcément à se poser cette question qui est vraiment déchirante. Que se passe-t-il au juste quand un père est effacé de la mémoire de son propre enfant ? C'est le grand pivot émotionnel de l'œuvre. Le condamné fait face à la pire des réalisations. Sa propre fille, Marie, vient le voir en cellule et elle ne le reconnaît tout simplement plus. C'est le sommet absolu de la tragédie. L'homme est oublié par sa propre chair avant même d'avoir quitté ce monde. Le constat qui en découle est impitoyable. La mort sociale précède l'exécution physique. Face au regard vide de sa petite fille, le condamné comprend une vérité atroce. En fait, il est déjà mort. L'effacement de la mémoire de Marie vient valider son décès aux yeux de tout le monde. Cet homme qui respire encore dans sa cellule, ce n'est plus qu'un fantôme. La société a déjà coupé absolument tous les liens, accomplissant la sentence bien avant que le bourreau n'entre en scène. Et pour terminer, section 3, les dernières lignées. L'heure fatidique approche. Et là, le rythme bascule complètement. Des fragments de pensée, des phrases qui se brisent. C'est comme si l'encre elle-même vacillait. Le texte se désintègre physiquement sous nos yeux, sur la page, ce qui est le reflet direct d'un esprit qui s'effondre sous le poids de la panique. La logique n'a plus du tout sa place, l'horreur devient totale, et ce chaos mental absolu, il s'imprime directement dans la forme des mots. Et puis, des supplications. Plus que ça, l'artifice littéraire disparaît totalement au profit de mots inachevés, de cris jetés en vrac sur le papier. C'est la dernière heure et le désespoir éclate à vif. Ces espèces de hurlements muets portent toute la charge émotionnelle de la fin du récit. C'est une nudité terrifiante face au vide.
Fini de réfléchir. Il ne reste plus que la peur viscérale et la prière de l'instant final. Alors le point crucial ici, c'est ce qu'on appelle le modèle stylistique de l'urgence. C'est une technique littéraire juste brillante. Le texte s'arrête de façon soudaine, brutale. Il n'y a pas de conclusion douce ou apaisante. L'heure de l'exécution tombe littéralement comme un couperet sur l'écriture elle-même. La mort ne laisse même pas le temps de finir la dernière pensée. Et ce silence hyper soudain, cet arrêt en plein vol, c'est le moyen stylistique ultime pour nous transmettre une sensation de panique absolue et irrésolue. Si on récapitule cette mécanique implacable, regardons comment ça se construit. Le commencement, d'abord, avec cette idée fixe qui prend le contrôle de l'esprit. Ensuite, l'intérim, cette période complètement dévastatrice de mort sociale, marquée par cet oubli insoutenable dans la mémoire de son enfant. Et enfin, la dernière heure, avec cette interruption brutale du texte et de la vie. L'œuvre nous dessine une trajectoire sans pitié, de l'emprisonnement mental jusqu'à la coupure nette de la voix. Ce qui nous laisse avec cette ultime réflexion tout à fait vertigineuse. Quand on prend en compte cette torture mentale incessante et la destruction sociale et familiale totale qu'on vient de voir, quel est finalement le véritable coût aux multiples facettes de la peine de mort ?